Cette semaine au salon, on vous donne rendez-vous en compagnie de Laïs. Elle s'est fait connaître en 2015 grâce à ses freestyles de rap légendaires postés sur ses réseaux sociaux. Devenue une véritable rappeuse depuis, Laïs n'a cessé de nous surprendre au cours de ces dernières années, grâce à sa participation très remarquée lors de la saison 1 de Nouvelle École et ses talents d'écriture qui mettent tout le monde d'accord et lui permettent aujourd'hui de se positionner comme la princesse du rap français. Si ton raclo t'a parlé de Wami, t'as sûrement dit que je rappais mieux que ses potes. Pour donner de la sephora à foison, elles attendent juste que tu pop, concu. Dans cet épisode, coiffée par Marcel et Amandine Luxus R, Laïs revient sur l'ensemble de son parcours. Nous parle des joies et des peines du métier de rappeuse, de son absence, d'acceptation de soi, du rapport qu'elle entretient avec ses cheveux, et de son premier EP Laïs sorti le 8 mars 2024, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez, installe-toi confortablement, prends ton peigne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Dis-moi Laïs, on parle sur quelle coiffure aujourd'hui? Alors j'aimerais faire cette coiffure du noir déjà, et pour donner du caractère à la coupe avec un peu de volume, des sortes d'ondulations. Ok, dégradé avec un beau wavy. Oui, voilà. Ok, vas-y pour ça alors. Bonjour Leslie. Bonjour. Tu as 26 ans. Oui. T'es congolaise et centrafricaine. Yes. T'es originaire de la ville de Reims. Oui. T'es une rappeuse reconnue par ta profession comme étant l'une des plus belles plumes de la nouvelle génération. Oui. On t'identifie grâce à tes sons, mais on ne te connaît pas personnellement. Et si tu nous le permets, Laïs, on aimerait en apprendre davantage sur toi en venant sur ton parcours le temps d'une coiffure. Ok, let's go. Comme je le dis souvent, moi je pense que c'est l'enfance et l'environnement social dans lequel on grandit qui nous façonne et nous forge. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance, de ton adolescence et des souvenirs que tu en gardes? Ok. Alors moi j'ai grandi dans un quartier, voilà, à Reims. On était 4 enfants et franchement j'ai des bons souvenirs de mon enfance. Ça s'est bien passé. Il y avait ce côté où on était... j'habitais dans un quartier, donc il y avait beaucoup d'origines, beaucoup de cultures différentes. Et je pense que c'est de là où j'ai commencé à m'intéresser du coup au rap, grâce aussi à ma famille, mon frère et mes 2 sœurs qui en écoutaient beaucoup. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de commencer à écrire déjà et après de tenter de faire des freestyles, etc. Justement, tu parlais de tes frères et sœurs. Oui. Moi, je sais que tu as un grand frère et 2 grandes sœurs. Oui. Donc, ce qui fait de toi la petite dernière. Et je sais que dans ces cas-là, on a tendance à prendre exemple sur nos aînés. On veut tout faire comme eux, exactement. On veut les suivre. Ils nous inspirent beaucoup et je me demandais en quoi tes frères, enfin ton frère et tes sœurs t'inspiraient et qu'est-ce que tu avais pu apprendre d'eux? Déjà, je trouve que dans le caractère, je suis beaucoup comme eux. Donc dans ma famille, on est beaucoup... Moi, je faisais par exemple eux, ils faisaient de la danse et moi, je les ai suivis dans ça. Donc j'ai fait de la danse pendant des années et par la suite, même au niveau de leur style de musique, ce qu'ils écoutaient, en vrai, je faisais que copier en fait. Personne n'écrit dans ma famille. Personne n'est artiste. Enfin, c'est des artistes ça a été des artistes dans la danse, etc. Mais dans le rap, je suis la seule qui ait sauté le pas, on va dire. Et justement, tu disais que tu étais influencée par leur style de musique. Est-ce que tu penses que tu aurais pu commencer le rap sans eux? Je pense pas, vu que c'est eux qui ont ramené ça à la maison. En fait, ils ont ramené le rap, on va dire américain, donc ils écoutaient beaucoup Kanye West, etc. Et de là, je me suis intéressée, moi, au rap français, Kerry, à l'époque, Youssoupha, ils en écoutaient aussi, mais moi, je pense que je suis rentrée plus dans le vif du sujet au niveau du rap français, et ça m'a beaucoup plu, et j'ai décidé de faire ça. Tu as commencé le rap en 2014. Les audits t'ont découvert sur les réseaux, Facebook, YouTube, Instagram.
lorsque tu balançais tes premiers freestyles. Quand j'ai vu que le rap pouvait soigner mes blessures, j'ai commencé à me dire que je pouvais rester seule. Bizarrement, les gens qui ne t'aiment pas te veillent sur, mais devant toi, ils arrivent à contenir leur seum. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le rap? Je pense que ce qui m'a poussée à me lancer, hormis les artistes qui m'inspiraient et tout ça, c'est... en fait, je suis timide dans la vie de tous les jours. Genre, je suis un peu en retrait. Et là, ça me donnait l'occasion de m'exprimer, de dire tout ce que je voulais à travers des textes et que les gens puissent m'écouter, en fait. Donc, c'est vraiment une question de... Je pense que c'était comme un exutoire et tout ce que je ressentais, j'avais besoin de l'écrire. Donc, j'ai commencé pour ça. Très vite, moi, je trouve que tu as réussi à te distinguer grâce à ton talent d'écriture. Okay. Et je me demandais si tu avais toujours eu ces facilités-là à écrire. J'aimais déjà la langue française, donc c'est ce qui a fait que je m'intéresse plus, que ma plume, je passe en sorte de l'aiguiser. Mais je pense qu'il y a aussi le côté où j'écoutais des artistes qui écrivaient de ouf, en fait. Donc des artistes qui écrivaient très bien, comme Kerry James, même Diams. Voilà, c'est des artistes qui écrivent magnifiquement bien. Donc je me suis concentrée sur... je me suis dit, si je fais du rap, faut que je puisse pas les concurrencer parce que voilà, ils sont trop forts, mais au moins que je puisse viser ce type de rap-là. Corrige-moi si je me trompe, mais à l'époque, tu avais 15-16 ans et je me faisais la réflexion. Être passionné de rap, c'est une chose, le partager autour de toi, c'en est une autre, mais l'exposer aux yeux de tous sur Internet, aujourd'hui, c'est un peu plus banal, on va dire, mais à l'époque, c'était vachement chaud. Comment tu as trouvé le courage de poster? Moi, je pense que tout part de la passion. En fait, quand tu es passionné de quelque chose et que c'est ton kiff, genre limite c'est vital, les gens ils peuvent t'insulter. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a plusieurs fois où même les personnes de mon quartier, les gars et tout, qui voyaient nos vidéos, parce que j'ai commencé avec une amie du coup, et elle a arrêté par rapport aux critiques. Mais moi, je sais pas, même s'il y avait des critiques, en fait, ça m'encensait plus qu'autre chose, en fait. Ça me poussait à me dire, bon, là, ils m'ont critiqué, ils ont dit que c'était nul, faut que je me redonne plus à fond. Et je suis encore dans cette mentale-là de me dire, encore aujourd'hui, après des années, me dire qu'il y a des gens qui vont peut-être ne pas aimer, mais moi, il faut que je garde ce cap-là à me dire, il faut que je fasse toujours mieux. Et j'étais dans ça dès le début, en fait. Tu calcules rien d'autre. Les gens, ils peuvent te critiquer, oui, ça va te toucher, mais c'est pas ça qui va définir, en fait, ton art. Donc, ces mêmes personnes-là, quand tu te rends compte que c'est elles qui viennent te demander des dédicaces, tu comprends qu'en fait, t'étais juste avant-gardiste sur eux, comment ils percevaient la chose, en fait. C'est pas filmé, mais j'ai juste envie de te dire que je t'aime. Parce que je trouve que c'est trop inspirant et qu'il faut que tu arrêtes cette timidité-là parce que c'est... Après, ça fait partie de moi, en fait. Je peux pas... tu vois, comme j'ai dit, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très... je suis pas réservée de ouf, mais j'aime bien observer et je suis pas une personne qui va me mettre en avant, en fait. Et je trouve que mon art va me mettre en avant à ma place plutôt que ce soit moi qui me donne en spectacle, en fait. Malgré tout ce que tu viens d'évoquer, tu vas continuer à poster des freestyles. Ton travail et ta régularité vont payer et te permettre de gagner en visibilité sur les réseaux. Entre 2016 et 2020, tu vas sortir 8895 000 freestyles. Tu vas être invité à plusieurs reprises sur Planète Rap. Tu vas rapper aux côtés de Ornette La Frappe. C'est la seule fille qui va tout casser ce soir. C'est la seule qui peut rentrer dans ce putain de game là. Trop sûr de moi, je ne peux pas vous envier. J'arrêterai le peur quand je ne serai plus en vie. On s'en fout ce qu'on possède, on préfère ce qu'on n'a pas. Fini par l'avoir pour en avoir plus envie. Et ici l'MC, K., Chilla, Marwa Loud. Ce qui est énorme et ce qui va te permettre de faire plus de Planète Rap que tes rappeurs ou rappeuses préférées, ce qui est fou. Tu as également été invité dans le cypher de Fianso à l'époque, Rentre dans le cercle, ce qui était fou à l'époque. Tu as fait 2 premières parties de Kerry James, ton idole de toujours, un zénith de Paris devant 6000 personnes et la première partie à Reims dans ta ville natale. Tu vas signer dans un label avec lequel tu vas sortir quelques singles, Sommet, Bad Gyal, Makelele, Sortir de la Tesse. Toucher le sommet, le soir j'écris très tard, souvent j'ai plus sommeil. La raison qui me tient à cœur, mon gars, c'est pas l'oseille. C'est vraiment histoire de pouvoir rendre fière ma mère. Je crois qu'il veut d'une Bad Gyal, je crois qu'il veut d'une Bad Gyal, je crois qu'il veut d'une Bad Gyal, je crois qu'il veut d'une Bad Gyal. Rien à faire comme Makelele. Brésil ou pas, j'en ai rien à faire, je suis Makelele. Moi c'est dans la tête, moi j'ai rêvé
Y'a personne qui cartouché, on veut juste sortir de la tête. Tous ces singles-là, ils vont avoir un super bel accueil. À cette période-là, comment t'as accueilli toutes ces opportunités? En fait, quand t'es dans le truc, on va dire, tu te rends pas compte de certaines choses. Et je trouve que j'ai pas assez peut-être profité en fait, quand t'es dans le rush, quand t'es déterminé, tu veux faire les choses bien, ben tu vis pas le moment comme tu devrais le vivre, je trouve. Et c'est quand tu prends du recul à te dire ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, que tu te rends compte que c'était fort et que y a des gens qui kifferaient faire ça. Mais c'est vrai que je l'ai accueilli en mode c'est comme si c'était des étapes, c'était pas en mode, j'étais pas surprise non plus, mais j'étais plus en mode bon, là une étape, une case de cocher, après autre chose, mais je l'ai accueilli en mode ça devait se passer en fait. C'était plus comme si c'était je sais pas, j'avais une wishlist et que je cochais à chaque fois. Par exemple Fianso, je l'écoute de ouf et je le kiffe, bah, le fait qu'il m'a invité. J'étais surprise, j'avoue, mais pour moi, c'était une opportunité de plus et une case de cocher, quoi. En 2020, tu vas obtenir le prix des Inuits du Printemps de Bourges, un festival qui met en compétition des talents de la musique émergents. Puis, les singles, les freestyles vont se faire de plus en plus rares, puis progressivement, plus rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment de ta carrière? J'avais travaillé avec une précédente équipe avec qui ça s'était terminé et je me demandais, bon, soit est-ce que je reste avec ma famille, parce que ma famille, elle me soutient vraiment de ouf. Genre, ma mère, c'est ma première fan, même toute ma famille, vraiment, ils sont vraiment d'un soutien incroyable. Et je me demandais, est-ce que je cherche à avoir une équipe qui est vraiment dans la musique ou est-ce que j'avance avec vraiment ma famille, on essaye de faire les choses ensemble, vraiment. Et pendant tout ce temps-là, ben, je continue à écrire. Il y a aussi d'autres choses en interne qui se passaient. C'était 2020, donc il y avait déjà la proposition aussi de nouvelle école, voilà, parce que ça a été repoussé. Donc il y avait toutes ces choses-là en interne qui se passaient, et même je travaillais sur un futur projet. Donc en fait j'étais plus dans cette chose-là à me dire, bon, ça sert à quoi d'être sur les réseaux pour être sur les réseaux? J'ai déjà fait mes freestyles, je me suis dit, bon, là, il faut se concentrer sur un vrai truc et savoir avec qui je vais vraiment avancer pour faire des grandes choses. Est-ce qu'à cette même période, tu as songé à prendre une pause et arrêter la musique? Non, jamais. J'ai jamais songé, même les périodes où j'étais pas sur les réseaux. En fait, c'est ce que je dis, des fois, il y a des gens qui pensent que quand tu postes plus rien pendant, je sais pas, 1 an sur les réseaux, c'est que, en gros, tu travailles pas en interne. Mais moi, par expérience, les moments où justement je ne postais rien, c'est les moments où limite il y avait plus de trucs qui se passaient. Bah, par exemple, comme l'émission que j'ai faite, bah, c'était une période où je ne postais plus rien, mais il se passait des choses de malade. Donc j'ai jamais, pour le moment, par la grâce de Dieu, j'ai jamais songé à stopper. Et même quand j'étais pas sur les réseaux, bah, je taffais, j'allais au studio et même ça continuait, quoi. Ça s'est jamais arrêté. Après 2 ans d'absence, entre grandes guillemets, vu que tu nous expliquais que tu travaillais en amont, on te retrouve sur le casting de la saison 1 de Nouvelle École sur Netflix. Même si tu avais fait un bon petit bout de chemin avant, cette émission, ça a été l'occasion pour beaucoup d'apprendre à te connaître et de mettre en avant ton talent. Est-ce que ça a été une volonté de ta part d'y participer ou on est venu te chercher? On est venu me chercher déjà, mais j'aurais pu ne pas accepter. J'ai hésité avant d'accepter parce que, bon, par ego, je pense, en tant qu'artiste, on est là en mode ouais, mais me faire juger par d'autres artistes. Et après, je me suis dit, mais en fait, je suis personne. Alors, le but, c'est d'avoir l'exposition voilà, qui va me permettre de faire en sorte que les gens me connaissent. Et aucun artiste est arrivé. Donc, c'est ma pote à l'époque qui m'a boosté. Elle m'a dit, faut grave que tu le fasses. Là, vraiment, les gens, ils auront plus le choix que de te voir, en fait. Ils pourront plus faire semblant de faire genre, ils n'ont pas vu. Donc là, c'est le moment pour toi. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est le bon moment, c'est au niveau des freestyles, au niveau de tout ça. En fait, cette émission-là, elle
il y avait tous les ingrédients pour en gros que je me sente bien dedans. Donc je me suis dit vas-y, let's go, je vais le faire. T'avais des peurs ou des appréhensions Franchement non, pas vraiment. Parce que déjà au niveau des... Parce qu'on savait déjà qui allaient être les jurys et tout, c'est des personnes qui m'ont... J'avais déjà eu un contact avec eux plus ou moins. Et franchement, à part se foirer parce que tu oublies ton texte ou quoi, en fait, je sais pas, j'avais pas cette vision-là de me dire oui, je vais perdre quelque chose. J'avais tout à gagner en fait et rien à perdre. Donc, Entre le tournage qui débute en septembre 2021 et la diffusion qui a lieu en juin 2022, il s'écoule à peu près 1 an. Qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Je pense que tous les artistes qui ont fait cette émission, on était partagés entre préparer ce qui allait arriver et faire notre vie normale. Mais j'avais déjà, en fait, pendant la diffusion, j'avais décidé de... J'étais pas signée, donc tout ce que je faisais c'était avec ma famille et je continuais à aller au studio. En fait, je préparais du mieux que je pouvais, du moins, la sortie. Mais comme c'était la première émission et on savait pas comment ça allait être accueilli, on était dans ce truc-là un peu chill aussi, à se dire vas-y, on sait pas, ça se trouve le truc il va flopper. Pourtant c'était sur Netflix, mais on n'avait pas le recul de se dire bon là, il y a une bastos qui arrive et qu'il faut vraiment préparer quelque chose de lourd. Nouvelle École, ça a été le moyen de découvrir ton talent pour ceux qui ne te connaissaient pas avant et pour les gens qui connaissaient ta musique seulement, d'en apprendre un peu plus sur toi, mais dans un cadre particulier, le cadre d'une compétition avec un rythme assez soutenu, très lourd à tenir. On a pu découvrir une Lace ou une Leslie, très stressée, réservée, pleine de sensibilité, mais qui, une fois qu'elle montait sur scène, reprenait ses esprits et faisait ce qu'elle avait à faire, avec beaucoup de hargne. Tout ça, ça a suscité une grosse vague de commentaires. Comment est-ce que tu te l'es prise? En fait, je pense que quand tu es sur les réseaux, et ça c'est un fléau un peu, c'est que les gens ils pensent te connaître à travers des vidéos que tu vas mettre. Donc ça veut dire que tu vas être sur les réseaux. Moi je postais beaucoup à l'époque, mais c'était des freestyles où c'est moi qui ai appuyé sur play, c'est moi qui ai appuyé sur pause. Si j'avais envie d'enlever des parties, j'enlevais. Et là pour le coup, les gens ils ont découvert toutes mes facettes. Donc les facettes où je montre ma puissance, ma force, et les facettes aussi qui font partie de moi, où je suis sensible comme tous les artistes, je pense. Les artistes qui font de la musique, on a tous ce côté sensible. Et dans l'émission, forcément, comme c'est une émission avec quelque chose de gros à la clé, la pression, c'est vraiment court, il y a tout qui est décuplé. Et forcément, il y a ce côté-là de moi qui allait sortir. Je suis une stressée de la vie sur plein de choses, donc ça allait sortir. Et pour les personnes, comment ils ont reçu la chose, moi je l'ai perçu, même quand je marchais dans la rue après l'émission, voilà, t'es reconnue de tout le monde, etc. Ils me disaient non mais tu nous as trop saoulés, mais c'était pas en mode, du moins en face, j'ai jamais ressenti cette chose-là où les gens ils étaient méchants. C'était plus en mode hey, t'es trop forte, tu saoules en fait d'avoir été stressée sur plein de choses. Mais avec le recul, je me dis c'est des personnes qui n'ont pas vécu la chose, donc je peux pas leur en vouloir. Et les vraies personnes qui vont continuer à me suivre et même qui ont continué à me suivre après l'émission, ils savent qu'un humain en fait il a plusieurs facettes. C'est pas l'émission on va mettre des petites parties et les personnes les plus intelligentes elles vont savoir que dans la vie de tous les jours je vais pas pleurer pour rien, je vais pas, tu vois. Donc pour les personnes qui avaient envie de rester sur ce côté-là de ouais elle fait que pleurer et elle fait qu'être stressée, c'est que dans la vie ils vont pas voir plus loin que l'humain que je pourrais être et je peux rien faire pour eux. Mais pour le reste, les personnes qui soutiennent et même qui voient l'évolution après l'émission en mode la glow up, ça se voit qu'elle fait en sorte de travailler plus sur ça, big up à eux. Je pense que surtout dans le milieu du rap, parce que c'est une compétition rap, on a l'habitude soit de se créer un personnage, donc de rentrer dans ce truc là de dureté, genre faut que la personne elle montre aucune émotion. Et je pense que j'étais un ovni sur ce point-là parce que moi c'est tout le contraire, genre depuis le début j'ai jamais voulu créer de personnage ou m'inventer ou avoir un masque, vraiment montrer toutes mes émotions, ça c'est l'essence même de ma musique. Donc je pense que les gens ils sont pas habitués à avoir une personne qui, surtout une fille déjà,
Ils ont du mal avec les meufs, des fois, parfois. Et je pense que le fait de voir une personne qui vraiment les montre les deux facettes, sans filtre, sans rien, soit ce que je voyais dans les commentaires, c'était elle fait semblant, elle fait exprès, tellement que pour eux c'est pas possible, ça n'existe pas, alors que si, et je pense que c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Malgré toutes tes difficultés, tu vas aller jusqu'en finale. Malheureusement ou heureusement, on sait pas, t'as pas gagné, mais t'as tout de même fait un très beau parcours, 2-3 ans après. Quels souvenirs et quelles leçons tu gardes de ton passage sur cette émission? Alors, 2-3 ans après, déjà, les gens, ils en parlent toujours, donc ça a marqué les esprits. C'est une émission vraiment je pense, qui a été indispensable dans mon parcours, du moins pour moi, comment je le ressens aujourd'hui. Et c'est une émission qui m'a fait grandir. Je pensais, peut-être avec les années, je sais pas, 1 an après ou même des mois après, que j'allais mal le vivre. Peut-être, on sait pas, parce que généralement quand tu fais c'est pas une télé-réalité, mais quand tu fais des choses comme ça, il y en a, ils regrettent derrière. Et moi, des années après, il n'y a aucun regret. Et je pense que c'est le fait d'avoir été vrai et en fait de pas m'être inventé un personnage. Donc en fait c'est moi, et encore aujourd'hui c'est moi. Et le fait que je me monte dans cette émission avec toutes mes forces et mes faiblesses, par la suite, le fait que comment dire, il y a forcément un glow-up dans ma façon d'être, du moins. Et parce qu'en fait j'ai évolué entre temps et j'ai vu mes erreurs à travers l'écran, et là j'ai pu les corriger. Donc franchement c'était une belle expérience. Les personnes que j'ai rencontrées, incroyables, même les équipes de Netflix et tout, c'est vraiment des très bonnes personnes. Et 3 ans après, en fait, je continue mon chemin, et c'est pas du tout ça n'a pas été un frein, du moins pour moi. Après pour les autres je sais pas, mais c'est pas du tout un frein, et c'est plus une fierté, et ça me permet de faire les choses encore plus grandes en fait. De ton passage sur Nouvelle École, moi il n'y a qu'une chose que je retiens. Est-ce que tu sais laquelle? Le battle? Non. Absolument pas. Ah bon? Parabellum. Ok. De la fin, laisse, il faut que tu m'écoutes. Je te laisse plus parler, je t'ai laissé de la place. J'ai fait le deuil de mon alter ego. Y'a mes démons qui se promènent. Je les tarot tous le jour de gloire, je fais pas la fête. Là, je suis en finale sur la scène, rappel après. Parabellum, parce que je trouve que c'est la transition parfaite qui va nous permettre de parler de ton nouvel EP. Ok. Le 8 mars dernier, tu as sorti Lace, ton EP éponyme, dans lequel on retrouve 10 titres que tu as coproduits avec Masta, producteur historique du rap français, qui a travaillé avec Jams, pour ne citer que elle. Comment est-ce que vous avez pensé et travaillé ce projet? Tout d'abord, moi j'ai commencé à le contacter parce que j'ai fait une reprise du coup de Jams, si c'était le premier, du son si c'était le dernier, qu'elle avait fait, le son légendaire là. Et parce que je respecte l'artiste, avant de sortir le son sur les plateformes, je me devais de contacter les personnes avec qui elle a travaillé et qui ont produit ce titre. Donc j'ai contacté Proof, donc c'est celui qui a fait l'instru, et Masta, le producteur du son. Et je l'ai contacté sur les réseaux, et au début je lui ai envoyé le morceau et il m'a répondu de manière très sèche. Il m'a dit ok, lourd. Et je me suis dit ah ouais, ça se trouve il a pas kiffé le morceau, etc. Je me suis dit vas-y, tranquille. Et quelques mois après, il m'a recontacté pour me demander ce que je voulais faire dans la musique, mon but, les thèmes que je voulais aborder. Déjà, je pense pour voir si on était sur la même longueur d'onde. On a fini par se voir, et franchement le feeling il est directement bien passé. Il m'a éduqué, on va dire entre guillemets, sur la musique, sur certains classiques que je connaissais pas. Il m'envoyait des... En fait, quand je l'ai vu, il m'a dit je vais t'envoyer des sons toutes les semaines, comme ça, des sons américains, des sons français, pour que tu vois un peu les sorties. Et je pensais qu'il rigolait quand il me disait ça. Et au final, il l'a bien fait, il a tenu ses engagements, et on a fini par se voir. On s'est vu au studio Red Bull, on a commencé à penser au projet. On a vu quelle émotion on voulait mettre dans le projet, quel thème on voulait aborder, et let's go, on a fait le projet. Qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers ce projet? Donc dans l'album, j'ai voulu vraiment parler de ma vie, de
mettre en avant mes émotions, ce que je ressentais, les choses fortes comme parler de mes proches, de ma famille. En fait, on va dire la base de ce qui fait en sorte que je sois là et que la base de ma vie, mais sans forcément trop en dire pour en garder dans l'album qui va être plus dans une introspection de moi-même beaucoup plus profonde. Donc là, en gros, l'album, on l'a confectionné en une semaine dans ma vie, lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche. Et je parle des différentes étapes de ma vie en un laps de temps assez court. Dans cette EP, tu parles aussi beaucoup d'amour. Et je me demandais qui t'avait brisé le cœur. Écoutez l'album, mais la personne se reconnaîtra. Et pour conclure, qu'est-ce qui représente cette EP pour toi? Cette EP, pour moi, c'est le commencement de quelque chose de grand pour ma part. C'est pour ça qu'on aurait pu sortir des sons en mode comme une mixtape, comme un EP normal, mais on a voulu quand même garder cette chose de projet. En fait, il fallait qu'il y ait un thème. En fait, comme dans mes textes, par exemple, j'ai du mal à faire des sons où il n'y a pas forcément de sens. Et là, cette EP-là, en fait, même si c'est un EP, on avait vraiment envie d'entrer dans cette chose où fallait qu'il y ait un thème, fallait qu'il y ait un sens pour que à la suite de l'album, en fait, ça se suive. On pourrait dire que c'est un album vu que c'est quelque chose avec un thème, mais ça reste un EP et ça reste mon premier projet. Et c'est pour ça que même pour moi, j'ai pas forcément trop de pression parce que même si ça fait des années que je fais de la musique et que les gens ils attendent un projet depuis, pour moi ça reste un EP en fait. Même si voilà, on s'est appliqué. Ouais, ça reste un EP, mais il est lourd et il a été pensé quand même comme un album, mais l'album va être encore plus lourd. J'avais carte blanche sur tout ce que j'avais envie de faire et par exemple VS, voilà, c'est un son où je me parle à moi-même et j'avoue que ce son-là, quand je l'ai fait, c'était pas mon préféré, mais là je trouve qu'il revient beaucoup et les gens me parlent beaucoup de ce son et mon producteur il me disait ouais non ce son là t'es folle et tout, il est trop lourd et je lui donne raison maintenant aujourd'hui sur ce son. Ensuite on a Mardi qui est très qui parle d'amour, qui est très, je trouve c'est un son sensible genre. Mercredi où on voit le switch entre les deux personnalités, voilà la personnalité où je suis sensible mais la personnalité où je sais revenir aussi au côté qui tabasse, genre au côté vraiment énervé. Il y a Samedi aussi qui est très boîte, très danse. J'ai adoré faire ce titre-là et c'était un de mes préférés pendant longtemps. Et bien terminé sur Dimanche qui boucle l'histoire en mode... le titre il s'appelle Je suis plus là. Donc pour montrer au mec du début que je suis plus là du coup. Et que c'est terminé quoi. Je passe à autre chose. Il faut vraiment l'écouter du lundi au dimanche pour vraiment comprendre tout ce qui se passe. Et c'était important pour nous en fait. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette EP? Pour ma part, même comment je me sens, c'est que j'ai pas de pression, qu'il n'y a pas un timing précis pour faire, surtout dans la musique, voilà, faut faire, je pense qu'en tant qu'artiste, il faut vraiment faire les choses quand on les sent. Moi, j'ai sorti un projet des années après, pourtant on me demandait un projet pendant longtemps, j'ai travaillé avec des personnes différentes, à chaque fois on comptait sortir le truc et au final ça sortait pas. Et je suis contente d'avoir pris mon temps et c'est vraiment moi à 100%, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de personnage, c'est vraiment moi, ma personne et je pense que après voilà, j'ai encore un long parcours à faire, mais quand t'es vrai, ben, tu peux pas regretter d'être toi-même en fait dans tout ce que tu vas faire. Donc quand vous allez écouter cette EP, ben, c'est moi à 100% et je pourrais faire qu'évoluer par la suite et voilà, faut retenir que ben, c'est ma vie, toutes les choses en gros que j'aborde dans cet album, c'est moi. On est dans un salon de coiffure, donc on ne peut pas ne pas voir les cheveux. Je voudrais donc savoir quel rapport tu as pu entretenir avec tes cheveux plus jeunes. Donc moi, plus jeune, j'avais beaucoup de cheveux, vraiment une big afro, vraiment. Ma mère, elle nous coiffait beaucoup, puisqu'elle coiffe hyper bien, donc elle nous faisait des nattes, tout ça. Et je trouve que j'ai pas assez profité justement de mon afro avec du recul quand là j'ai grandi, etc. Et j'étais pas complexée, mais j'étais pas non plus en mode je m'assumais de ouf. Pour la facilité et aussi, faut pas se mentir, pour le côté où t'as
tu préfères être un peu plus moi j'étais en retrait, donc j'allais pas venir avec la grosse touffe, j'avais pas encore cette aisance au niveau de ma personnalité, donc je préférais me défriser les cheveux, les attacher et puis basta, mais ça m'a bien cassé les cheveux. Donc un conseil, franchement, assumez vos cheveux et ne vous défrisez surtout pas les cheveux, vraiment. Et aujourd'hui, c'est quoi le rapport que tu entretiens avec tes cheveux? Je pense que j'ai été beaucoup habituée aux perruques, donc encore une fois, là, pour faire une introduction de mon prochain clip qui arrive, voilà, j'ai décidé d'être plus en afro, plus commencer à montrer notre vraie texture de cheveux, parce que du coup les perruques c'est bien mais c'est pas notre vraie texture, et c'est très beau. Moi franchement je suis trop habituée aux perruques, donc forcément même pour la facilité etc, voilà, je mets des perruques, mais j'aimerais bien par la suite vraiment entretenir mon afro, et comme ça en fait j'ai plus de choix, et comme ça je commence à m'y mettre en fait, parce que le temps il passe et il faut s'assumer sous toutes les formes, je pense. C'est marrant que tu me parles de wig, parce que justement j'allais y revenir, parce que pour moi c'est ta coiffure signature, et je me demandais qu'est-ce que ça représentait pour toi les wigs. En fait moi j'aime tout ce qui est beau, donc à partir du moment où c'est beau et ça me va bien, let's go. Mais au niveau des wigs c'est vrai que j'ai plus de mal avec des choses un peu plus colorées. J'aime bien le côté sobre, et je trouve que ça fait plus classe, et dans le temps, comme ça quand je vais regarder mes clips ou même mes interviews, je vais pas me dire mais c'était quoi ça, genre au niveau des couleurs, rester dans ce truc un peu classique, même si parfois on me propose d'autres choses et tout, j'aime bien quand même rester dans ce côté-là, mais j'ai pas envie de me limiter à des wigs. J'aimerais bien par la suite aussi vraiment être en mode naturel, vraiment pouvoir m'assumer, et ouais, sous toutes les formes en fait. Je fais un travail sur mes vrais cheveux pour que je ne puisse pas être dépendante d'une wig, et que même les personnes qui voient par exemple les clips ou autres, ou même me suivent sur les réseaux, se disent pas ouais mais des wigs pour cacher ses cheveux, alors que c'est plus question d'entretien, et moi si aujourd'hui j'avais vraiment les cheveux que j'avais quand j'étais petite, c'est pour ça que je dis que j'ai pas assez profité, mais je mets mes cheveux comme ça en fait, donc c'est un projet à venir. Et j'aimerais qu'on parle de la perception qu'on a des artistes féminines, surtout les artistes féminines racisées. J'ai l'impression que vous devez faire 4 fois plus attention à votre image, et que vous n'avez pas le droit d'apparaître avec la moindre faille. Vous faites attention à tout, maquillage, ongles, en passant par les tenues et les cheveux. Vous n'avez pas le droit d'être négligé, là où les garçons parfois font limite aucun effort. Toi, comment tu le vis, mais comment t'expliques cette différence de traitement qu'il y a dans votre industrie? Ouais, je pense que ça aussi, c'est une question de choix. Parce qu'en vrai, tu peux demain décider d'être total naturel. En fait, je pense que quand t'es artiste, c'est toi qui décides ce que tu veux représenter. Et comme j'ai dit, j'en parlais tout à l'heure, si demain j'ai envie de faire pousser mes cheveux encore plus et d'assumer, ou même avoir les cheveux un peu plus courts et de les assumer, en fait, c'est moi qui décide. C'est ça, et les gens, ils ont du mal avec ça. Et je pense que, parce que c'est des personnes, en général, qui prennent beaucoup en compte ce que les gens disent, mais t'es un artiste, on va te critiquer sur tout. Donc en vrai, c'est à toi en tant qu'artiste, et c'est dur parce que quand t'as trop de critiques, même moi je me fais critiquer et tout, des fois je me dis mais c'est une dinguerie. Mais il y a ce truc là où en tant qu'artiste, tu te dois en fait de t'assumer, sinon c'est la fin en fait. Donc c'est toi qui décides si t'as envie d'être apprêté, mettre des wigs, ou même être un peu plus naturel, tout ça. Mais quoi que tu fasses, en tant que femme, plus qu'en tant qu'homme, on va te critiquer. Donc je pense que faut s'en foutre en fait, à un moment donné. Laïs, ensemble, on vient de faire la rétrospective de ton parcours, et aujourd'hui, je me demande quel regard tu portes sur ton évolution et ces 10 années de carrière. Franchement, je suis contente et je suis fière de moi déjà de ne pas avoir lâché, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'un artiste lâche l'affaire. Et les choses pour lesquelles j'ai commencé, elles sont encore présentes aujourd'hui, la dalle, la passion, voilà. Et je pense que pour un artiste, c'est la base en fait, et c'est ce qui lui permet de, peu importe les phases par lesquelles il va passer, c'est ça en fait qui va faire en sorte qui va tenir en gros.
Et franchement, je suis trop fière de moi, je suis trop contente de plein de choses, d'avoir pu rencontrer des artistes que j'écoutais, que j'admirais, qui ont fini par me donner de la force, avec qui j'ai pu avoir des discussions, par la suite avec qui je pourrais peut-être collaborer, tout ça. En tant que femme, je trouve que je commence à me rapprocher de la rappeuse que je rêverais d'être en fait, et c'est trop cool. Donc franchement, je suis trop fière de moi et je suis contente surtout d'être moi-même. Quel conseil tu donnerais à des gens qui, comme toi, sont talentueux, mais qui passent par des phases de doute, qui ont une grande part de sensibilité ou de timidité qui les empêche de se lancer? Bah, moi, le conseil que je donnerais déjà, c'est qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut vraiment faire en sorte de sélectionner toutes les choses, sélectionner toutes les choses pour lesquelles tu vas commencer à faire de la musique. Aussi, et ne pas les faire pour les mauvaises raisons, mais de lâcher prise sur plein de choses et d'y aller en fait. Et que c'est pas parce que tu vas être quelqu'un de timide, en fait c'est pas un handicap, ça peut être une force, faut savoir la transformer. Et comme j'ai dit, on n'a qu'une vie, donc faut pas se mettre des freins, surtout si c'est parce que tu as peur du regard des gens, parce que les gens en fait ils s'en foutent. On est dans un monde où on est très égocentrique et porté sur nous-mêmes, donc les gens, même s'ils critiquent le lendemain, ils vont retourner à leur vie en fait. Donc, mais toi, si par exemple tu fais pas ce que tu aimerais faire par rapport aux gens, bah, ton rêve en fait tu vas passer à côté. Donc on est dans des bonnes conditions pour la plupart. Faut arrêter de se mettre des freins pour rien, pour des choses inutiles, et faut y aller. Pour toi qui me regarde, je sais pas, toi, comme si tu veux faire de la musique et que tu es artiste et que tu as quelque chose à donner au monde, ben sois pas égoïste et vas-y quoi. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Et nous qui te suivons, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dans 10 ans, j'espère déjà avoir atteint tous mes objectifs niveau musique. Et après, par la suite, fonder ma famille avec mon mec, et voilà, faire en sorte de... Plus peut-être, si j'ai atteint tous mes objectifs dans la musique, écrire pour les autres, etc. Et même avant ça, hein, mais atteindre mes objectifs et après être dans la paix la plus totale, quoi. Merci Laïs. De rien.